nouvelle à propos de l'examen en disant qu'on était en train de discuter sur les modalités, mais qu'a priori, que j'avais prévu, c'est-à-dire ce QCM un peu 2.0 où on utilise différents exercices histoire de ne pas être sur un QCM d'exécution pur. Il s'agit simplement d'avoir appris son cours par cœur, qui n'a absolument aucun intérêt. Pour un petit peu analyser les textes, enfin, voilà, ce sera un petit peu plus que ce qu'on a pu faire dans un QCM, que vous avez pu faire jusqu'à maintenant dans un QCM classique. Je souhaite vous donner des exemples un petit peu au fur et à mesure pour préparer bien les différents exercices, et un peu ce à quoi vous attendre comme question. Maintenant, je vous dis d'ores et déjà, par contre, ce sera quand même quelque chose, l'idée c'est pas de vous tuer, hein, évidemment, mais il faudra connaître son cours. Il faudra bien connaître son cours. Forcément, à partir du moment où on est dans une question QCM, on est sur une connaissance de cours, il faut connaître les choses. C'est pas, vous ne pouvez pas vous en sortir en ayant juste vite fait vu le cours. Je préfère vous prévenir tout de suite. Bien. Du coup, juste une petite chose aussi. La semaine dernière, donc on avait commencé ce chapitre 2 sur les. Comment dire ça? Sur les. Mal à me remettre dedans. Ça va me prendre 2 minutes pour un peu à l'eau. Sur la hiérarchie des normes et surtout sur la notion de source du droit. On avait exclu de cette notion de source du droit 2 éléments en particulier, qui étaient donc la jurisprudence et la doctrine. Et dans la jurisprudence, il y a juste un point que je n'ai pas traité, je crois, avec vous, c'était qu'il y a 3 exceptions. C'est-à-dire qu'il y a 3 juridictions pour lesquelles on reconnaît en France le caractère contraignant des décisions jurisprudentielles. Le fait que lorsque ces juridictions prennent une décision, eh bien le juge ordinaire, le juge d'une façon générale, est obligé de respecter la jurisprudence qui a été posée précédemment. Je vous donne la parole juste après. C'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a un effet obligatoire sur les juges du droit interne. C'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour internationale de justice. D'accord ? Ce sont les 3 seuls cas où on va donner une force réelle à ces décisions jurisprudentielles. Oui, mademoiselle. J'aimerais bien vous discuter la jurisprudence. Alors, la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice. C'est ce qui a été créé par le droit, par le juge. D'accord ? Et justement, ce qui est créé par le juge n'a pas force obligatoire, c'est pour ça que ce n'est pas une question de droit. Ok ? On va reprendre. Mais par contre, vous étiez là la semaine dernière ? C'est bien, vous n'aviez pas suivi sur la jurisprudence, c'était bien défini. Ah, il vaut mieux le demander sur le coup parce que ça permet de. Là, je ne peux pas reprendre intégralement la partie sur la jurisprudence, je peux en parler éventuellement après, mais je ne pourrais pas reprendre en entier. Et du coup, autre point qui n'avait pas été traité, c'est que dans la plaquette, je vous parle du common law. Je vous dis qu'il y a une exception qui concerne le common law. Le common law, ce n'est pas quelque chose qui concerne le droit français. Déjà, sachez-le, le common law, ça ne s'applique pas en France. Le common law, c'est le droit britannique et avec du Commonwealth, c'est-à-dire de l'ancien empire britannique. C'est-à-dire que le common law, c'est un droit qui est philosophiquement opposé au nôtre. Nous, notre droit, c'est un droit qui est très théorique et c'est les autorités politiques qui créent le droit. Dans le droit de common law, c'est l'inverse, c'est un droit qui est très pragmatique et c'est le juge qui crée le droit. C'est qu'en fait, en Angleterre, on a ce qu'on appelle la règle du précédent. C'est-à-dire que lorsqu'un juge s'est prononcé sur un sujet, les juges suivants sont obligés de se prononcer de la même manière. D'accord ? Donc c'est ça la règle du précédent. Effectivement, en Angleterre, tout le discours que je vous ai fait la semaine dernière sur le fait que la jurisprudence n'est pas une source du droit, c'est pas valable en Angleterre, ou précisément là, c'est. Et attention, c'est valable pour l'Angleterre. Les masques sont faits bien surlever. Ok, donc on reprend. On va attaquer donc là aujourd'hui vraiment la hiérarchie des normes françaises. Essayer de comprendre quelles sont les normes qui ont un effet en droit français. Qu'est-ce que ça veut dire ça, avoir un effet en droit français? Concrètement. Pas sur les lois, mais sur le droit. Oui, mais ça n'en dit pas plus. En fait, là, toutes les normes que l'on va voir, ce sont des normes
que je pourrais, si jamais je suis dans le cadre d'un procès, invoquer devant le juge. Et le juge sera tenu de les appliquer. C'est ça, quand on parle souvent un terme français, c'est le droit qui s'impose au juge français. Je pourrais invoquer une règle, je sais pas moi, la Déclaration universelle des droits de l'enfant, par exemple, qui n'a aucune valeur en France. Je l'invoquerai et puis le juge ne l'appliquera pas, parce que c'est pas une norme. D'accord ? Pour invoquer, si j'invoque une loi allemande en France, évidemment que le juge français ne l'appliquera pas. D'accord ? Parce que lui, il est soumis au droit français. D'accord ? Donc on va voir justement quelles sont toutes ces normes qui permettent de constituer le droit objectif français. Alors, pour arriver à ça, d'abord, une notion qui est une notion fondamentale, c'est donc la notion de hiérarchie des normes. Cette notion de hiérarchie des normes, elle nous vient directement d'un juriste particulièrement célèbre, dont je suis un des fans défenseurs, qui est Hans Kelsen. Hans Kelsen, c'est à mon sens le plus grand juriste que l'histoire ait apporté, parce que c'est quelqu'un qui a eu, c'est un théoricien, et qui a eu un impact absolument déterminant sur le droit européen. Pourquoi ? Parce qu'il a permis d'apporter certaines choses qui avaient été créées dans le droit anglo-saxon, qui étaient effectivement des bonnes choses, mais qui ne pouvaient pas se transposer dans le droit européen, parce que le droit anglo-saxon est très pragmatique, alors que le nôtre est très théorique. Donc il y a une différence de nature qui faisait qu'on ne pouvait pas appliquer les solutions de l'un à l'autre. Et bien Kelsen, c'est celui qui a théorisé suffisamment le droit pour être capable d'innover et de trouver des solutions concrètes justement à ce qui pouvait nous manquer dans notre droit européen. Et Kelsen est donc, à mon sens, le plus grand théoricien du droit. Et le départ de sa réflexion, c'est de réfléchir sur la notion même de norme. Il n'a pas réfléchi à un droit en particulier, je sais pas, moi, au droit démocratique, au droit civil, au droit machin, au droit. Non, lui s'est intéressé à la notion même de norme. C'est de la théorie pure dans l'abstraction la plus pure. Okay ? Et alors, cette réflexion de Kelsen sur les normes lui a permis de faire un premier constat qui est évident, mais enfin, faut-il le faire et après on tirer toutes les conséquences. C'est là où Kelsen est génial. Ce que je vais vous apprendre de Kelsen, vous allez voir, ça casse pas des briques, quoi. C'est tout ce qu'il va mettre. Kelsen va d'abord constater que des normes, il en existe de différents types, que ces types de normes n'ont pas tous la même valeur, et que donc le droit était un ensemble hiérarchisé. Okay ? Et puisque les normes n'ont pas toutes la même valeur et qu'elles sont hiérarchisées, ça veut dire qu'il y en a qui priment sur d'autres. Et à partir de là, ils vont tirer deux conséquences, deux règles de base. La première règle, c'est le fait qu'une norme tire nécessairement sa validité d'une norme supérieure. C'est-à-dire, ce qui fait qu'une norme peut exister, c'est parce qu'une norme au-dessus a prévu cette norme inférieure pouvait exister. Effectivement, si un règlement d'application existe, par exemple en France, c'est toujours parce que la loi que ce règlement va appliquer a prévu qu'il y aurait un règlement d'application. Si une loi organique existe, c'est parce que la Constitution a prévu que la loi organique existerait sur ce thème-là. Si une loi normale existe, c'est parce que la Constitution a prévu qu'il existait des procédures qui permettaient d'adopter des lois ordinaires, etc. D'accord ? On a effectivement toujours une norme qui vient légitimer les normes inférieures. Alors, il y en a une de norme pour laquelle ça ne va pas être possible. Par définition, laquelle ? Eh oui, la Constitution, et pourquoi c'est pas possible pour elle ? Parce qu'elle est déjà au sommet. On ne peut pas avoir une norme supérieure qui vient légitimer. Alors chez Kelsen, c'est j'avoue qu'il y a une forme de mysticisme de la Constitution, qui serait quasiment le fruit de la volonté divine, etc. Bon, si on veut laïciser un petit peu cette réflexion-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Simplement que ce qui va donner la légitimité à la Constitution dans les États modernes, c'est l'aspect démocratique, particulièrement démocratique, qui s'attache à son adoption, puisque la Constitution est a priori un des seuls actes, une des seules normes qui est adoptée par le peuple directement. D'accord ? Donc, par définition, la Constitution serait en elle-même légitime, parce que derrière, elle prévoit la légitimité de tous les autres, et tout l'ordonnancement juridique prend forme grâce à la Constitution. C'est clair ce que je pense à dire ? Donc voilà l'idée de Kelsen. Okay ? La deuxième idée de Kelsen, c'est que les normes inférieures, pour être valables, doivent nécessairement être conformes à toutes les normes qui leur sont supérieures.
Si une norme contredit une norme supérieure, logiquement, elle n'existe pas. Elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas être du droit, elle ne peut pas rentrer dans le droit objectif. Et après, on tirera la nécessité, la conclusion, qu'il faut nécessairement contrôler les normes par rapport aux normes supérieures. C'est ça l'apport concret de Kelsen qui va créer la justice constitutionnelle. J'en parlerai. Désolé, j'ai pas fait ça. C'est probable. Je vous demande 30 secondes pour inventer un document. En tout cas, il y a des doutes. Bien. Cette hiérarchie des normes sous la forme d'un schéma, sous la forme d'une pyramide. Et dans cette pyramide, il met 3 éléments. Constitution, loi, règlement. Il y a les 3 grands types de normes chez Kelsen, c'est la Constitution, les lois et les règlements. Alors, qu'est-ce que c'est que l'un et l'autre? Un règlement, c'est quoi? C'est une norme qui est adoptée par qui? C'est l'autorité qui fait la différence entre les normes. Qui adopte un règlement? Quel pouvoir? Judiciaire, législatif, exécutif? Allez, on se prononce. Il y en a 3. On sort sur 3. Ouais, l'exécutif, non? C'est l'exécutif, effectivement. Effectivement, c'est l'exécutif pour les règlements. Les lois. Quel pouvoir adopte les lois? Non. Le législatif. Et la Constitution qui l'adopte? L'erreur, c'est de dire le judiciaire. Comme du coup, on a dit les 2 premiers pouvoirs, la tendance, c'est souvent de dire le 3e. Non. C'est le peuple lui-même qui adopte la Constitution. Ok? Donc lui, c'est comme ça qu'il distingue les 3 grands types de normes. Et effectivement, le judiciaire, il est là pour appliquer les normes, pas pour les créer. D'accord? C'est normal que lui soit diffusé dans l'histoire. Bien. Et effectivement, quand on prend la pyramide des normes, qui sera simplifiée, on va le voir en 2 secondes par rapport à la réalité, mais quand on prend cette hiérarchie des normes, force est de constater que plus on descend dans la hiérarchie, plus le nombre de normes est important. Au sommet, on a la Constitution, un texte. Quand on descend, on a les lois. On a vu, dans un État, c'est plusieurs dizaines de milliers de lois. Ensuite, on a les règlements. Les règlements, je vous ai dit qu'on était en quel ordre? Non, mais quel ordre de grandeur? Combien de règlements à peu près adoptés chaque année? On est entre 6 et 10 millions par an. Donc, par définition, effectivement, plus on descend dans la hiérarchie, plus le nombre de normes est important. Et c'est pour ça qu'on représente la hiérarchie des normes souvent sous forme pyramidale. D'accord? Alors ça, c'est vrai dans la théorie de Kelsen. On va voir que dans la pratique de notre hiérarchie des normes, celle qui est tout en bas, pour le coup, il n'y en a quasiment pas. Mais, dans les grandes lignes, c'est quand même facile. Voilà. Plus on descend, plus le nombre de normes est important. Bien. Donc voilà, donc ça, c'est le principe chez Kelsen. Alors quand on regarde la hiérarchie des normes qu'on connaît aujourd'hui, par définition, elle est beaucoup plus complexe que celle que l'on vient de voir à l'instant avec Kelsen, constitution, loi, règlement, un petit triangle comme ça, qui se fait en 2-2. C'est beaucoup plus complexe, et pour une raison très simple, c'est que le nombre de types de normes est incomparable. Chez Kelsen, on en a 3, en théorie, on en a 3, dans la pratique, on doit être à 15 ou 20 types de normes différentes. Qu'est-ce qui explique qu'on ait autant de normes? Il y a 2 raisons. La première raison qui explique cette augmentation du type de normes, c'est tout simplement que la séparation des pouvoirs n'est pas totale en France. Si on avait une séparation totale, on aurait du législatif qui pourrait faire que du législatif et de l'exécutif qui pourrait faire que de l'exécutif. Autrement dit, le législateur ne pourrait que prendre des lois et l'exécutif que prendre des règlements. Sauf que on a prévu à l'un d'intervenir dans le domaine de l'autre et réciproquement. Donc, résultat des courses, on crée des types de normes différents. Et là, ce sont des normes vraiment internes qui sont créées par des autorités françaises. Une ordonnance, par exemple, c'est un type de norme qui permet au gouvernement d'agir à la place du législateur. Une décision de l'article 16, c'est un type de norme qui permet au président de la République d'agir à la place du législateur. Ok? Je vais prendre des exemples comme ça, il y en a plein. Donc
ça, c'est le premier point. C'est qu'on a déjà une séparation des pouvoirs qui est très fluctuante en France et qui, par définition, entraîne des types de normes nouveaux. Et la deuxième raison, c'est que aujourd'hui, les sources ne sont plus exclusivement internes. Autrement dit, ce ne sont pas seulement les autorités françaises qui ont la compétence de créer du droit qui pourra être invocable devant le juge français. Qui d'autre peut créer du droit invocable devant le juge français si ce n'est pas la France? Ce ne sont pas les autorités internes françaises. Ça va être des autorités internationales. Soit par le biais d'un traité, quand la France signe un traité avec un autre État, ça peut créer du droit invocable devant un juge. Et il se peut même parfois, on en parlera la semaine prochaine, que les institutions internationales aient le droit d'imposer un juge à un droit. Voilà. Il se peut que des institutions internationales aient la faculté d'imposer un droit aux institutions françaises, notamment le droit communautaire, le droit de l'Union. Ok. Donc ça veut dire qu'on a complexifié les sources internes, et en plus de ça, on a rajouté des sources externes, qui viennent d'un échelon supranational. Donc, par définition, effectivement, cette hiérarchie des normes, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'a plus grand-chose à voir avec celle de Kelsen qui était vue sous un angle théorique. C'est beaucoup plus complexe, même si par contre, il est vrai que les principes sont toujours respectés à la fin. Ok. On va démarrer avec la première des normes, celle, on va démarrer par en haut. Et donc, quelle sera la première norme que l'on va étudier? La Constitution. Alors, la Constitution, qu'est-ce que c'est que la Constitution? On va essayer de définir cette notion de manière générale. Constituer, ça veut dire quoi? Constituer, quand je constitue quelque chose, ça fait quoi? Je crée, je compose, je fonde, effectivement. On met en place. Je mets en place, ouais. Hein. L'idée, c'est vraiment cette idée-là, c'est de fonder quelque chose. Et effectivement, la Constitution, au sens juridique du terme, c'est une norme qui va avoir pour fonction de fonder quelque chose. De fonder quoi? De fonder Ouais, de fonder trois systèmes. Ces trois systèmes sont le système institutionnel, normatif et de valeur. Je vais vous expliquer chacun des trois. N'oubliez pas, c'est pas la peine de gratter là, je vois beaucoup écrit. On se remet dans le cours, c'est qu'on a l'habitude de faire. On note les conneries, on note pas les trucs intelligents. Les gens sont déjà écrits. Bien. Système institutionnel, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la Constitution va avoir d'abord pour but de créer un système politique, c'est-à-dire un régime politique. Dans une Constitution, on va trouver quoi? La séparation des pouvoirs. Comment est-ce que se fait la séparation des pouvoirs? Quelles sont les autorités en charge de faire entre ces différentes autorités? Bref,
Oui, je vous disais, en fait, en France, ça dépend un peu du contexte. Il y a une particularité, c'est que, on en reparlera au deuxième semestre, le Sénat, c'est une chambre qui, en France, est proprement scandaleuse dans son existence même. Le Sénat est une chambre qui a été créée au début de la Troisième République. C'est les monarchistes qui souhaitaient la création du Sénat pour créer une chambre qui soit par définition toujours conservatrice, donc de droite, pour empêcher justement que la République ne soit une République de gauche. D'accord ? Ça a été voulu en 1875 par les monarchistes pour justement garantir le fait que, ok pour qu'on passe en République, mais par contre au moins c'est une République qui reste conservatrice. Et depuis, on a toujours conservé le même mode de désignation du Sénat. Et du coup, si vous regardez bien, le Sénat, depuis sa création en 1875, n'a été que 3 fois 3 ans de gauche. Bon, de gauche cool, hein, pas révolutionnaire. Hein. 3 fois 3 ans. Depuis 1875. D'accord ? Donc, si vous voulez, la composition du Sénat, par définition, elle pose problème. Par définition. C'est-à-dire qu'on a une chambre qui est, sauf accident de l'histoire, est de droite. Elle serait de gauche, ce serait le même problème. Quand on a une chambre qui, par définition, est d'un bord politique, elle est illégitime politiquement. Et donc, en fait, selon qu'on ait un gouvernement de droite qui appartient au pouvoir dominant à droite ou pas, eh ben ça change tout. Quand c'est le pouvoir dominant à droite qui est au pouvoir, pas de problème pour faire une réforme constitutionnelle, il a l'appui du Sénat. Quand c'est soit la gauche, soit le centre-gauche, soit le centre-droit, soit Macron. Macron, par exemple, ça fait 4 ans qu'il essaie de faire une révision constitutionnelle et qu'il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que bien des plans sur une politique sont quand même assez à droite, malgré ce, il n'est pas membre des Républicains. Et les sénateurs des Républicains ne soutiennent pas Macron. Ils prennent un malin plaisir à lui défoncer sa réforme constitutionnelle. D'accord ? Donc voilà, c'est ce qui explique que depuis 2008, on n'a plus de réforme constitutionnelle. Il y en a eu tous les 2 ans en moyenne. Si on regarde bien, en fait, ça fait un moment que le processus est enrayé. Là, ça fait plus de 2 ans. C'est à peu près clair ? Ouais. Les États-Unis maintenant. Alors les États-Unis, changement d'échelle. La Constitution, elle date de quelle année ? Alors 1700, on est bon déjà. 1775 ? Non. Alors je pense que vous vous confondez avec 76, mais 76 c'est autre chose. C'est la déclaration d'indépendance, le 4 juillet 76. Quand les anciennes colonies britanniques aux États-Unis, enfin en Amérique, se sont déclarées indépendantes par rapport à l'Empire britannique formant 13 États. Ok, c'est pas ça. 1787. D'accord ? Constitution américaine, 1787. Eh bien, depuis 1787, c'est-à-dire depuis 234 ans, on a eu, les États-Unis ont eu, 27 révisions constitutionnelles. C'est simple, le chiffre est éloquent. 24 en 63 ans, 27 en 234. On voit bien qu'on n'est pas dans le même niveau. Hein. On ne pose pas dans la même catégorie. Et à vrai dire, si on voulait être un peu plus fin dans l'analyse, on regarderait une chose précise, c'est que vous connaissez une grande modification de la Constitution américaine qui a eu lieu assez rapidement, qui a eu lieu en 1791. Ouais. C'est l'adoption du Bill of Rights. Le Bill of Rights, c'est justement les 10 premiers amendements à la Constitution américaine qui ont été adoptés d'un seul bloc. Et ces 10 amendements, en fait, je les compte à part pour une raison très simple. C'est qu'ils ont été pensés et voulus au moment même de l'adoption de la Constitution. Mais en 1787, en fait, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que les États américains, qui sont donc autonomes les uns par rapport aux autres, avaient créé une confédération pour essayer de fonctionner. Une confédération, ça nécessite l'unanimité pour toutes les décisions. Très compliqué d'avoir l'unanimité, d'autant plus qu'on avait déjà une vraie diversité dans ces États américains. Certains étaient très vastes et très peuplés, d'autres très petits et énormément peuplés. Certains avaient un pouvoir économique démesuré, et d'autres, au contraire, étaient dépendants. Enfin, parce que les États côtiers, par définition, étaient stratégiquement à une place plus intéressante que ceux qui étaient dans les terres, puisque toutes les côtes, c'était toutes les importations. Donc ça conditionnait le commerce des autres États. Hein.
Donc vous voyez, il y avait une inégalité. Et du coup, les États américains étaient dans l'urgence, il fallait impérativement trouver une solution parce que la Confédération ne marchait pas. Et c'est pour ça qu'ils ont adopté cette constitution américaine relativement vite. Okay, mais certains États n'ont accepté de ratifier la Constitution qu'à la condition ultime qu'il soit prévu que rapidement on adopte un certain nombre de droits fondamentaux. Et voilà comment le Bill of Rights avait en réalité été déjà prévu dès 1787. D'accord ? Donc en fait, ces 10 premiers amendements de 1791, on peut quasiment les mettre à part. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on va vraiment sur des vraies révisions, des vraies modifications a posteriori, où on a quoi 17 en 230 ans. Alors là, pour le coup, on est encore sur, je sais pas, 15 ou 16 ans en moyenne entre deux révisions constitutionnelles. Vous voyez bien qu'entre 2 ans et quelques, presque 3 ans, 15 ans, là, dans une autre ordre de grandeur. Okay, donc voilà, États-Unis, constitution rigide, France, constitution souple. Un autre exemple à propos des États-Unis, je crois que c'est le 24e amendement. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je ne suis pas sûr du numéro. Il me semble que c'est le 24e amendement, qui a mis plus d'1 siècle à être adopté. Ça prouve que la procédure est compliquée quand même. Hein, c'est pas Macron pendant 4 ans qui galère pour faire sa constitutionnelle. 1 siècle pour arriver à adopter une constitution. Pourquoi? Parce que la procédure c'est la suivante. D'abord, c'est un vote à la majorité des 2 tiers de votre congrès. Ça avait été fait au milieu du 19e. Et derrière, pour que le texte soit entré en vigueur, il faut qu'il soit ratifié par au moins 3 quarts des États. Et le problème, c'est que quand le texte a été adopté, il manquait un État. Et il a fallu 1 siècle pour que l'État manquant finisse par arriver. Et donc c'est au milieu du 20e siècle qu'une procédure initiée au milieu du 19e a fini par ratifier. Ça, c'est génial. Pas génial. C'est pas marrant, suffisamment marrant pour retenir. En tout cas, vous voyez bien que ça illustre bien le fait que ce soit une constitution rigide. Alors qu'est-ce qui est mieux à votre avis, souple ou rigide? Bah, en fait, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Une constitution trop souple, quel est le problème? Ça change trop. Et si ça change trop, ça perd en solennité. Ça perd en solennité. Effectivement, on perd de la légitimité. Ça veut dire qu'en fait, la Constitution, c'est un texte parmi les autres, qui est l'otage des communications politiques des uns et des autres. Chaque président va vouloir passer une petite réformette constitutionnelle pour dire, ouais, je modifie la Constitution. Voilà. Bon, bref, on perd effectivement en solennité du texte. Et si on perd en solennité du texte, le texte perd de sa valeur. Profondément perd de sa valeur. Et en France, on a un déficit de valeur de la Constitution. Je suis sûr que parmi vous, vous savez, vous connaissez quasiment tous au moins un amendement à la Constitution américaine. Ouais, le deuxième amendement tout à l'heure. Je suis sûr que vous êtes un paquet parmi vous à connaître le deuxième, le quatrième, le huitième. Qui connaît un amendement? Levez la main. Levez bien la main. Ok. Qui connaît une disposition de la Constitution? Enfin, c'est pas le tout. Vous connaissez mieux la Constitution américaine qui ne vous concerne pas que la Constitution française. C'est quand même aberrant cette histoire, on n'est pas d'accord? Ça vous montre bien justement ce déficit de légitimité qui découle de l'absence de ce caractère trop souple de la Constitution française. Mais à l'inverse, une Constitution trop rigide, c'est pas bon non plus. Pourquoi? Ouais. Oui, non, mais ça freine l'évolution du droit, et surtout, on se retrouve avec une Constitution qui n'est plus forcément en lien avec la société de son époque. On se retrouve avec des constitutions qui peuvent être des constitutions archaïques. La Constitution américaine, je suis désolé, mais quand on voit le droit de port d'armes comme un droit constitutionnel, c'est un truc qui pouvait se comprendre dans le Far West, qui se comprend quand même beaucoup plus difficilement dans une société du XXIe siècle, censée être un peu civilisée, quoi. Non? Donc ça vous montre bien qu'on a un texte qui devient anachronique. Et le problème, c'est que quand on a un texte anachronique, il faut bien quand même faire évoluer les choses. Du coup, qui c'est qui s'en charge? Si on ne peut pas modifier le texte, c'est celui qui va... Non, c'est celui qui va interpréter le texte. C'est le juge qui, du coup, va être obligé de faire un travail d'interprétation qui lui permettra de faire évoluer le texte. Mais ça, c'est pas satisfaisant. Parce que c'est donner au juge un pouvoir qui n'est pas censé être le sien. Quand vous prenez, par exemple,
la Cour suprême américaine, dont c'est le rôle d'interpréter notamment la Constitution, vous vous apercevez du coup, problème majeur que celui que connaît les États-Unis aujourd'hui, c'est que selon la composition de la Cour suprême, vous avez l'interprétation de la Constitution qui change du tout au tout. On passe d'une Constitution vue dans un sens libéral à une Constitution quasiment rétrograde. C'est le cas aujourd'hui. Avec le dernière nomination de Trump avant de partir à la suprême, pour le coup, ça a été une catastrophe. Là, on est parti pour 10, 15, 20 ans d'une Cour suprême ultra rétrograde. Ultra. On est revenu quasiment à l'époque de la Cour suprême Warren dans les années 50, quand la Cour suprême faisait frein pour accepter la reconnaissance des droits civils pour les Noirs américains. On est quasiment dans le même niveau de conservatisme. Pas dans la même époque, mais enfin, c'est tout aussi inquiétant pour notre époque à nous. D'accord? Bon. Donc voilà, pour ce qui est de cette constitution formelle, vous avez compris comment ça marche. Alors la constitution française. La constitution française, elle date du 4 octobre 1958. Je ne voudrais pas connaître de petite date, mais c'est de là. 4 octobre 1958. Alors quand on regarde cette constitution, figurez-vous que c'est une constitution. Tout ce qu'il y a de plus classique, normal, c'est une constitution qui fait une trentaine de pages. Normal, 30 pages, c'est à peu près ce qu'il faut. Moins, ça fait un peu court. Plus, ça commence à faire long à lire. Le principe d'une constitution, c'est que tout le monde puisse la lire et la comprendre, puisque c'est le contrat social. Le contrat social, c'est ce qui nous permet à tous d'adhérer à un contrat de société. Encore faut-il qu'on puisse le comprendre, le contrat de société, non? C'est pas le cas, ça va être un peu problématique. C'est une constitution. Donc là, on a bien une taille de constitution qui correspond. On a 117 articles. Vous allez dire, il a craqué le prof quand on joue la Constitution. Le dernier article, c'est l'article 89. Non, on a bien 117 parce qu'il y a ce qu'on appelle des articles gigognes. En fait, les articles gigognes sont les articles qu'on va intercaler. Si je veux créer un nouvel article qui irait entre le 61 et le 62, parce que sa place logique, c'est là. Qu'est-ce que je fais? Ce nouvel article, je vais l'appeler 62, du coup 62 deviendra 63, 63, 64, etc. C'est-à-dire qu'à chaque modification, on changerait toute la numérotation? Non. Ingérable. Ingérable. Et encore là, c'est que la Constitution. Imaginez cette code civil avec ses 2800 articles. Changez l'article 2. Quand on change de code civil, en général, on change une centaine d'un coup d'articles. Alors, ce serait l'enfer. On serait en permanence en train de réapprendre les numéros d'articles et ce ne serait pas jouable. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, plutôt que d'appeler le 62, cet article, je vais l'appeler le 61-1. Si j'en intercale 2, ce sera le 61-1 et le 61-2. D'accord? Et si, après coup, je vais intercaler entre le 61-1 et le 61-2, je vais l'appeler le 61-1-1. On verra comment ça marche. L'article gigogne. Quand je compte les articles gigognes, j'ai bien 117 articles dans la Constitution française. Cette Constitution française, elle est tout ce qu'il y a de plus normal pour ce qui est du système politique. Effectivement, même si le système politique est loin d'être normal, pour autant, on a bien une constitution qui définit un système politique, qui définit la séparation des pouvoirs, qui exerce quels pouvoirs, comment ils sont nommés, comment ils sont révoqués, comment ça interagit. On a tout ça, pas de souci, on a bien la constitution d'un système politique. On a également la définition d'un système normatif. La Constitution prévoit l'existence du droit international et sa valeur, prévoit l'existence et la valeur des lois, l'existence et la valeur des règlements, explique qui fait quoi, comment ça se passe, comment est-ce qu'on contrôle l'un par rapport à l'autre. Bref, on a une partie de le système normatif. Et enfin, pour ce qui est du système de valeur, là, on a un souci. On a un souci parce que si vous lisez la Constitution, vous ne trouverez qu'un seul droit fondamental. Le principe de non-discrimination qui est à l'article 1er. Pour le reste, dans la Constitution, dans le corps de la Constitution, il n'y a rien. Et je dirais même qu'avant 1995, il n'y avait même pas de principe de non-discrimination. Il n'y avait rien du tout. Alors du coup, qu'est-ce qui explique ça? Alors certains vous diront, oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a une tradition française selon laquelle, on faisait des déclarations des droits parallèlement aux constitutions. Alors, c'était pas faux, effectivement, pendant un certain temps.
Il y a eu une déclaration des droits en 1789, il y en a eu une en 93, il y en a eu une en 95. Et c'est tout. Après, il n'y a plus de déclaration des droits. Après, il y a eu des droits inscrits dans les textes constitutionnels eux-mêmes. Et il n'y a plus de déclaration des droits. Donc en fait, c'est une tradition qui concernerait seulement les 3 premières constitutions françaises. Au XVIIIe siècle. Moi, je connais des traditions plus engageantes que celle-là. Donc franchement, dire que De Gaulle, en 58, n'a pas voulu de déclaration des droits, qu'on mette de droits dans la Constitution française parce qu'il y avait cette tradition-là, hein, on est en train de nous raconter la messe, là. Ok? Non, en réalité, on n'a pas voulu de déclaration des droits en 1958. Là, par contre, ça, c'est critique ou pas d'ailleurs, c'est une volonté politique que de ne pas faire. Bien. Alors ça va quand même un jour poser problème. Pourquoi? Parce que on a créé un juge qui est chargé de vérifier la conformité des lois par rapport à la Constitution. C'est-à-dire qu'on va vérifier, effectivement, le fait qu'on respecte bien la procédure législative, que si, que là, il y en a. Mais on ne va jamais vérifier que notre droit, que nos lois, respectent bien les droits et libertés fondamentaux. Sachant que dans un état de droit moderne, dans une démocratie moderne, on est en droit d'attendre que, justement, les droits de l'homme soient garantis au plus haut niveau de l'État. Eh bien, ce n'était pas le cas en France. C'était absolument pas le cas en France. On ne donnait aucune valeur aux droits fondamentaux. Donc, problème. Et ça va poser problème un jour, en particulier en 1971. Je suis désolé, hein, je ne le fais jamais, mais vous m'autorisez juste à aller remplir un texte. Là, je vais rentrer dans un truc un peu long, sur lequel je vais m'enflammer. Je n'ai pas à boire, je vais vous ouvrir. Et en plus, c'est des étudiants modèles. Si, c'est vrai, c'est bien. Cette année, les groupes sont agréables, c'est calme, c'est sérieux, ça fait plaisir. Alors, 1971, je disais. Qu'est-ce qui se passe en 1971? On est à tête 1968, 3 ans après 1968. 1968, comment on peut dire, c'est qu'on a eu un moment d'effervescence politique. Bien surtout, il y a eu d'ailleurs, il faut imaginer qu'en 1967, les étudiants français étaient autant attirés par la politique que vous, là maintenant. C'est-à-dire pas. Allez voir 3-4 qui vont lever la main parce qu'ils voilà, ils savent à peu près ce que c'est qu'à gauche et à droite. Pour le reste, rien. C'était pareil en 67. En 68, d'un seul coup, il va y avoir une effervescence politique hors du commun. C'est-à-dire qu'on va avoir une jeunesse, notamment, qui va se réapproprier les idéologies politiques. Et voilà, on va en avoir qui vont être trotskistes, d'autres maoïstes, d'autres staliniens, d'autres léninistes, d'autres kropotkiniens, bakouniniens, proudhoniens, machin, enfin bref, en gros, marxisme et sous toutes ses formes, et anarchisme notamment seront à gauche les deux grands vainqueurs, deux grands mouvements qui vont générer une forme d'espoir, si vous voulez, dans cette jeunesse qui va vouloir croire en une autre société possible. De la même manière, on va voir la même chose à l'extrême droite, non visible, mais ça existera aussi au même moment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir politique en place à l'époque, donc De Gaulle, puis Pompidou, vont avoir vis-à-vis de ces mouvements-là
d'abord une forme de tendresse un peu paternaliste, genre j'ai mon aîné qui fait sa crise d'ado, c'est chiant, mais bon, on va lui remettre une petite rousse et puis ça va passer tout seul. Oui, crise d'ado de l'époque, hein, avec le traitement qu'elle est avec à l'époque. Ça c'est la vision de De Gaulle, mais au bout d'un moment, si vous voulez, ça a commencé à m'en les faire rire. Quand d'un seul coup, ces mouvements politiques vont essayer de se structurer, vont essayer notamment de se mettre sous forme associative, pour justement arriver à ce que ces idées-là puissent se répandre dans la société française. Sachant que tous ces mouvements politiques-là, ils ont un point commun. C'est que leur but, c'est de créer une autre société. Donc de mettre un terme à l'État tel qu'il existait, et donc à la société politique telle qu'elle existait auparavant. Donc si vous voulez, les politiques, ils ne sont pas fans. Ils n'ont pas trop envie de laisser des associations se mettre en place, sachant que le but même de ces associations, c'est de contester leur pouvoir. Alors c'est pas vous. Et du coup, Pompidou va avoir une idée faussement géniale, qui va être de modifier la loi sur les associations. Alors ça va vous paraître extrêmement technique et de faible importance, et je vais essayer de vous expliquer en quoi cette décision-là, elle était absolument scandaleuse. Depuis 1901, c'est la même loi qui s'applique pour ce qui est du statut des associations. Ça fait partie des grandes lois de la Troisième République dont je vous parlais, qui justement ont créé cette identité démocratique française. Eh bien, la liberté d'association en fait partie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous voulez créer une association, monsieur, eh bien, vous allez rédiger des statuts, trouver un président, un trésorier, un secrétaire. Oui, c'est ce qu'il faut, vous pouvez même arriver à s'en passer. Vous allez aller déposer les statuts à la sous-préfecture. Bonjour monsieur, bonjour madame, je voudrais un coup de machin. Vous faites un chèque de, je ne sais plus, 9,76 €, si je me souviens bien. Votre association existe. Personne ne vérifie rien. Vous pouvez créer une association de, je ne sais pas moi, qui a pour but le truc le plus immoral et illégal possible, je ne sais pas moi, de mettre en. Une association qui aurait pour but de mettre en lien les consommateurs de stupéfiants avec les dealers, hein, pour simplifier la démarche et la transaction. Pour le coup, vous voyez, c'est manifestement illégal. Vous allez à la préfecture, vous déclarez ça, votre association existe. Bien évidemment, dès le lendemain, le préfet fera une action auprès du juge, le juge annule votre association parce qu'elle est illégale. D'accord ? Mais le préfet, lui, ne peut rien faire. Il n'a pas le pouvoir de vous empêcher de la déposer, de la déclarer, cette association, et encore moins le pouvoir de vous empêcher de le faire parce qu'il ne vous aime pas ou parce qu'il n'aime pas votre activité. D'accord ? Il peut simplement demander au juge, et le juge ne l'annulera que si c'est illégal. Okay ? Et bien, Pompidou va faire pression sur sa majorité pour que ces parlementaires adoptent une loi mettant en place un contrôle a priori de la part du préfet. C'est-à-dire qu'en gros, si je voulais créer une association, mais que l'idéologie portée par cette association ne plaisait pas au préfet, bam, je pouvais empêcher la création. Si, même si c'était ma gueule à moi qui ne leur donnait pas, bam, il empêchait la création. Je vous donnais transposer un truc pour aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui Macron adopte une loi qui fait que si jamais moi je voulais créer une association de gens mécontents du macronisme, ben, le préfet pourrait m'empêcher de le faire. Pourquoi? Parce que lui il représente l'État, donc il représente Macron, donc par définition, il ne va pas laisser faire quelqu'un qui va contester Macron. Vous voyez comment ça marche. Vous voyez bien que là on a affaire à quelque chose qui en réalité était une violation très grave de l'identité démocratique, parce que cette liberté d'association, c'est en fait un des éléments constitutifs de la liberté de penser. C'est ce qui va permettre aux uns et aux autres de se réunir avec une façon de penser. Donc quand on porte atteinte à la liberté d'association, par définition, on porte atteinte à des choses beaucoup plus graves que simplement le fait de pouvoir créer ou non une association, ce qui en soi, effectivement, peut paraître comme n'étant pas absolument déterminé. Et pour vous dire, c'était tellement choquant que le Conseil constitutionnel de l'époque, je vous rappelle que non, je ne vous rappelle pas, je vous informe, le Conseil constitutionnel, on n'en a pas encore parlé, c'est un juge qui a pour fonction de contrôler la loi par rapport à la Constitution. D'accord ? Le Conseil constitutionnel, son boulot, c'est de dire si oui ou non la loi est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, les juges du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Autrement, autant vous dire, c'est pas des foufous les mecs, hein. C'est pas des dangereux bolcheviks ou des
des anarcho-syndicalistes en herbe. Hein. C'est des bons vieux, c'est en général un peu la maison de retraite pour ceux qui ont donné des bons et loyaux services à la nation et au pouvoir politique. Hein, alors, il y a une petite maison de retraite dorée, là, où ils sont bien payés pour pas faire grand-chose à l'époque. Et puis, ça a un peu changé quand même. Mais voilà, ça ne va pas très loin. Quoi. Ce ne sont pas des gens qui sont des anti-pouvoirs. Hein. On ne peut pas entrer en rébellion comme ça. Et bien, même eux, pour le coup, à un moment, là, vont se dire, non, en fait, là, on a le pouvoir qui est clairement en train de partir en vrille. Là, c'est une dérive autoritaire. Là, on se transforme dans un pouvoir qui devient autoritaire. Et ça ne va pas plaire au Conseil constitutionnel. Mais encore une fois, le boulot du Conseil constitutionnel, c'est quoi? C'est de prendre la loi, prendre la Constitution, vérifier si la loi est conforme à la Constitution. Bon, et dans la Constitution, on l'a vu, il n'y a aucun droit fondamental. Donc, par définition, il n'y a pas la liberté d'association. Donc, normalement, le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Rien, il aurait été obligé d'accepter la loi. Mais ça ne va pas lui plaire. Et là, le Conseil constitutionnel va faire quelque chose qui, en réalité, est un pur scandale sur le plan juridique. Mademoiselle, vous passez en jugement. Moi, il se trouve que pour une raison tout à fait étrangère, je vous aime pas. Désolé, hein, je suis pas bien un élément caractéristique. En fait, je vous aime pas du tout. Et j'ai pas du tout envie que vous ressortiez de là sans rien. Mon but, c'est de vous condamner. Est-ce que vous trouveriez normal que d'un seul coup, je dise, pour la circonstance, il est interdit de porter à la fois des lunettes et ensuite à la capuche grise? Donc je crée la norme qui va me permettre de vous condamner. C'est normal, ça? C'est quoi le rôle du juge? D'appliquer la norme, c'est pas de la créer. Si on a un juge qui crée la norme, déjà c'est pas normal. Et si en plus on a un juge qui crée la norme pour réussir à avoir un jugement prédéfini, c'est carrément une violation totale de l'état de droit. D'accord, c'est une honte, un truc pareil. C'est exactement ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. Comme il n'avait pas la norme qui lui permettait de censurer cette loi, il a créé cette loi. Alors, il y a quand même un raisonnement derrière pour y arriver. Hein. Attention, il n'a pas fait ça dans un total arbitraire. Mais, je vais vous dire comment il a fait. Alors, vous avez en a. Constitution de 1958. Donc, dans la Constitution de 1958, encore une fois, c'est le texte de référence du Conseil constitutionnel. Il y a tous les articles, de 1 à 89. Mais avant cela, il y a ce que l'on appelle un préambule. Le préambule, en général, c'est un blabla avec des grands mots, c'est joli. Hein, ça n'a pas une grande valeur. Et souvent, ça commence par le peuple français. Le peuple français proclame solennellement, déjà vous savez que vous êtes dans le blabla, hein, son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. Ça, c'est le préambule de 1958. Vous voyez qu'on fait référence à deux textes. Hein, on rappelle son attachement aux droits de l'homme tel que défini par. À aucun moment on dit que ces deux textes ont valeur constitutionnelle. Eh bien, le Conseil constitutionnel va dire que le fait d'avoir cité, enfin, il ne va pas le dire d'ailleurs, ça sera son raisonnement, mais qui sera induit par la décision, ce sera de donner valeur constitutionnelle à ces deux textes précisément parce qu'il y a ce renvoi qui est fait par le préambule de 58. Comme le préambule de 58 mentionne ces deux textes, eh bien, le Conseil constitutionnel donne valeur constitutionnelle à ça. Bon, déjà, ça en soi, c'est quand même un peu particulier, parce que, à la limite, si on avait vraiment voulu donner valeur constitutionnelle à ces textes, à un moment, il aurait fallu dire qu'ils avaient valeur constitutionnelle. Et c'était à la Constitution de le dire. Certainement pas au Conseil constitutionnel. Bien, mais il y a pire que ça. C'est qu'en fait, quand on regarde la Constitution on regarde le préambule de 46 et quand on regarde la déclaration de 89, autrement dit les deux textes auxquels il est fait référence, à aucun moment il n'est fait référence au principe de liberté d'association. En fait, le Conseil est allé encore plus loin. C'est qu'il a lu le préambule de 46, et dans le préambule de 46, il dit la chose suivante. Attention, c'est juste après-guerre, donc c'est encore plus blabla.
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine. C'est beau comme vous marquez. Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Bon, donc et à la fin, il parle, regardez, il y a quand même une expression, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. On comprend bien de quoi est-ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler justement de ces grandes libertés et républicaines qui ont été fixées sous la Troisième République et qui ont constitué cette identité démocratique de la Troisième République et donc de la République française. Hein, c'est la loi de laïcité, c'est la loi sur la liberté d'association, c'est la loi sur le droit de grève, la liberté syndicale, tous ces grandes lois, l'enseignement laïque public au gratuit, grandes lois qui ont fait vraiment l'essence de la démocratie française. Bon, très bien. Est-ce que pour autant c'est une catégorie juridique et qu'il y a une liste arrêtée de ses droits? Non, c'est une belle phrase. Et ce n'est rien d'autre qu'une belle phrase. Et le Conseil constitutionnel va s'engouffrer dans cette belle phrase. Il va s'engouffrer dans cette belle phrase et il va en faire une véritable catégorie juridique. Car en fait, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, pour le Conseil constitutionnel, ça devient, au même titre que la déclaration de 89 ou que le préambule de 46, ça devient des normes à valeur constitutionnelle. Ok? Mais qui c'est qui dit alors ce que sont ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République? Le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel, tranquillement, il vient juste de se reconnaître la capacité de donner valeur constitutionnelle à certains principes. Donc en gros, il se donne le pouvoir de créer de la norme. Ce qui est tout à fait aberrant. Et plus que ça, absolument scandaleux. Alors dans les faits, très sincèrement, heureusement qu'il l'a fait, derrière ça n'a créé que du bon. Et il faut reconnaître, et moi si j'avais été à l'école, j'aurais crié, alors pourtant j'aurais probablement été un anti-Pompidou, mais j'aurais gueulé au scandale avec tout le monde. C'est un scandale. C'est un jeu, ça c'est, si vous voulez, je trouve l'atteinte au droit et à l'état de droit bien plus grave quand on a un juge qui crée le droit, c'est encore plus grave quand on a un pouvoir politique qui viole une liberté fondamentale. Parce que là, c'est vraiment instaurer l'arbitraire chez le juge. Alors là, pour le coup, ça crée un précédent absolument inacceptable. Si ça devait arriver à nouveau, je veux dire, ce serait une raison de faire une révolution de tous les régimes. À ce niveau-là. Alors pour le coup, la loi sur les associations, ça aurait été plus que regrettable qu'on la fasse, qu'on l'interrompe, mais dans tous les cas, 3 ans plus tard, on aurait pu la changer et revenir à l'ancien droit, d'accord? Donc voilà, ok? Alors maintenant, du coup, depuis cette décision-là, on se retrouve à avoir plusieurs textes qui ont valeur constitutionnelle. Il n'y a plus uniquement la Constitution, en fait maintenant on a la Constitution 58 et d'autres textes. Ces textes, ce sont donc la DDHC de 1789, le préambule de 46, depuis on a rajouté la Charte environnementale de 2004, et enfin les fameux PFRLR, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Si on ajoute la Constitution de 58, ça fait 5 éléments dedans, d'accord? Constitution de 58, DDHC, préambule de 46, Charte environnementale, PFRLR. Ok? Alors, on va un petit peu analyser ces différents éléments parce que ces éléments aujourd'hui composent ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. On parle plus simplement de constitution dans la mesure précisément où la constitution c'est une notion qui renvoie à la constitution de 58. Là, le fait d'avoir ajouté des éléments, on parle plutôt de bloc de constitutionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le bloc de constitutionnalité? La DDHC de 1789. Pour arriver à la comprendre, cette DDHC de 1789, il faut avoir un petit peu conscience du contexte historique dans lequel la DDHC a été adoptée.
toujours surpris de voir que la connaissance des étudiants de la Révolution française est assez fine. Et souvent, et c'est pas de votre faute, hein, c'est parce qu'on vous l'enseigne très mal, souvent vous avez des idées qui sont tout à fait erronées. Souvent le roman national a eu raison de notre esprit critique. Vous savez, il y a un roman national qui dit par exemple qu'on est tous les descendants des Gaulois. C'est une connerie sans nom. Les Gaulois, c'est peut-être 1% de notre héritage, quoi. Et bien plus influencé par l'Empire romain et par la culture romaine que par la culture gauloise. Hein, soi-disant, les Français, leur côté râleur, c'est une connerie sans nom. Voilà. Ça n'a aucun fondement historique, aucun. Donc, qu'est-ce qui pourrait, et dans ces éléments-là, il y a d'autres idées. Je vais vous poser une question, vous allez me répondre de manière la plus rapide, instinctive et intuitive possible. Qui a fait la Révolution française en 1789 ? Non, le peuple. Qui dit ça ? Qui est d'accord avec le peuple ? Qui ne lève pas la main parce qu'il a une limite ? Vous êtes probablement allé 90% parmi nous à penser que c'est le peuple qui a fait la Révolution. Et effectivement, c'est plus ou moins ce qu'on nous raconte à l'école. Hein, la représentation même graphique de la Révolution française, c'est quoi ? Quelle image vous retenez de la Révolution ? C'est ce tableau très connu, cette gravure très connue, où on a effectivement le peuple français sans culottes parisiens qui vont attaquer la Bastille et qui ont des têtes au bout des piques. Hein, on a tous. Moi, elle était en bas à droite sur la page. Je me souviens, mais vraiment, je vous jure, je me souviens encore de l'image et de la légende qu'il y avait dessous. D'accord ? Le peuple prenant la Bastille. Ah, c'était beau, ça donne des frissons. Bon, tout ça, c'est fait pour quoi ? C'est pour créer une identité nationale, un roman national dans lequel chacun pourrait se reconnaître. Ou, on adhère à la Révolution française sans savoir ce qu'est la Révolution. En réalité, la Révolution française, c'est certainement pas la Révolution du peuple. Le peuple a joué un rôle par moment. Il a été d'ailleurs souvent instrumentalisé. Il y a 2 années où il a joué un rôle un peu plus important, c'est pendant la période jacobine, hein, en gros 92-94, 15, 92-93. Mais après, en dehors de cette période-là, très sincèrement, c'est une révolution qui est essentiellement menée par qui ? La bourgeoisie. Effectivement, pas la noblesse, la bourgeoisie. Hein ? Alors, pourquoi est-ce que c'est la bourgeoisie ? On va essayer de comprendre rapidement. Pour comprendre, il faut se plonger un peu dans cette décennie 1780 pour voir une chose en particulier, c'est que en 1780, la monarchie, elle est ruinée. Elle est ruinée pour plusieurs raisons. Il y a eu des alliances hasardeuses, on a fait du commerce de manière hasardeuse, on a soutenu surtout les insurgés américains dans leur révolution face à l'Empire britannique, ce qui a coûté 2 bras et demi. Bref, on a les caisses de l'État qui sont vides à ce moment. Et dans le même temps, il faut savoir qu'on a une condition sociale qui est un petit peu compliquée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on cumule les catastrophes climatiques les unes derrière les autres. De 1785 à 1789, ce sont des étés terriblement secs et avec des hivers très rudes et notamment des gelées tardives. On va voir quasiment 85, 86, 87 des gelées hyper tardives qui font que du coup les récoltes sont complètement transformées de moitié. Donc on a vraiment une situation qui est très précaire, tant au niveau des finances de l'État qu'au niveau des finances, pour le coup, populaires. Bien, tant que les caisses de l'État sont vides, qu'est-ce qu'on peut faire pour les renflouer ? Oui, on peut créer des impôts, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Hein. On ne peut pas emprunter de l'argent aux banques à l'époque. Le processus d'endettement n'existe pas encore. Donc effectivement, le seul moyen, c'est d'augmenter les impôts. Mais qui paye des impôts à l'époque ? Alors le peuple, ça ne veut pas dire grand-chose, le peuple. On va parler en classe, en État. Est-ce que la noblesse paye des impôts ? Non, parce que c'est un ordre privilégié. Est-ce que le clergé paye des impôts ? Un ordre privilégié. En fait, c'est que le tiers d'État qui paye des impôts. Et dans le tiers d'État, qui paye la grande majorité des impôts ? Est-ce
Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est justement ce peuple de paysans, 90% de paysans? Et non, ils en payent, bien sûr qu'ils en payent. Ils en payent très peu, et puis surtout, là ils sont tellement en galère qu'ils sont en train de crever la dalle. Par définition, c'est pas sur eux qu'on va pouvoir augmenter l'effort fiscal. Donc qui va se retrouver à devoir payer des impôts? Non, les ouvriers, il n'y en a pas. Il n'y a pas encore les industries, si vous voulez. Donc on est après le tout début des premières industries, notamment avec le camus, etc. Mais pour le coup, c'est la bourgeoisie qui va devoir payer les impôts. Et la bourgeoisie, ça lui fout un peu les boules de devoir payer des impôts, alors que pour le coup, c'est elle qui produit la richesse nationale, tandis que la bourgeoisie, qui elle ne produit pas grand-chose à cette époque-là, elle vient pour le coup se retrouve à ne pas payer des impôts. Et ça lui fout les boules à la bourgeoisie. Et Louis XVI, Louis XVI, on prend souvent pour le dernier des demeurés, non pas que je sois favorable à Louis XVI, loin de là, mais pour autant, il faut lui reconnaître une justice, et que Louis XVI était un roi qui était relativement en phase avec son temps et qui n'était pas si demeuré que ça. Louis XVI était en fait largement favorable à la bourgeoisie. Il préférait largement la bourgeoisie à la noblesse. Le problème de Louis XVI, c'est que c'est un roi. Un roi, ça repose sur l'autorité du roi qu'il peut avoir sur les grands seigneurs. Si le roi se retrouve à être lâché par ses seigneurs, l'autorité politique du roi cesse instantanément. À l'époque, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas tout ça. L'administration, en fait, ce sont les seigneurs. D'accord? Donc si le roi perd les seigneurs, il perd toute autorité politique. Donc le roi Louis XVI, il aimerait bien donner raison à la noblesse, à la bourgeoisie, mais il ne peut pas parce que sinon la noblesse va lui faire payer. Que décide Louis XVI, je crois? En réalité, il ne le sait pas, mais il est en train de commencer à creuser sa tombe. Il sort la première pelletée de terre. Non. Il convoque les États généraux. Il dit, moi, je ne vais pas décider, vous allez décider. Qui déjà en soi est une déclaration de fin de la monarchie absolue. Si ce n'est pas lui qui décide, ça veut dire que c'est plus lui le seul chef. Si c'est plus lui le seul chef, c'est qu'on a déjà la mort, là, annoncée, de la monarchie absolue. Mais au-delà de ça, ce qui va se passer, c'est que la bourgeoisie, on est d'accord, les députés du tiers d'État, c'est qui? Vous pensez franchement que le président du coin va aller faire le guignol pendant 4 mois à Paris, à Versailles? Bien sûr que non. Hein, ce sont, sur les 300 députés du tiers d'État, il y en a 299 qui sont issus de la bourgeoisie. Il y en a un seul qui est issu de la paysannerie, c'est le plus grand propriétaire terrien de Paris. Il a la moitié des terres parisiennes. Donc en fait, c'est l'ancêtre de la ferme des 1000 vaches. C'est le premier exploitant agricole quasiment dans une bourgeoisie terrienne. Bien, donc voilà. Donc du coup, on va avoir nos délégués de la bourgeoisie qui vont représenter le tiers d'État à Versailles, aux États-Unis. Ils font leur petite révolution. Ils essayent justement d'entrer dans un rapport frontal à la noblesse. Ça marche plus ou moins bien. Sauf que pour arriver quand même à un moment à être pris au sérieux, qu'est-ce qu'il leur faut derrière? Le soutien populaire. D'où le fait que de temps en temps, hop, on va un peu exciter les foules, de sorte qu'il y ait 3-4 têtes coupées, mais en réalité, d'ailleurs, c'est pas très violent, même la place de la Bastille. Hein. Déjà, il y avait 2 mecs dans la Bastille, et c'est quelques morts. C'est un épiphénomène en réalité, la place de la Bastille. Sauf que ça a pris une force symbolique parce que justement, on met ça au centre du roman national. C'est notre fête nationale, quand même, le 14 juillet, la place de la Bastille. En réalité, c'est que dalle. C'est que dalle, la place de la Bastille. Dans l'histoire de la Révolution française, la place de la Bastille, c'est un épiphénomène. En réalité, c'est parce qu'on faisait la fête de confédération après le 14 juillet qu'un jour on a arrêté de fêter les confédérations, on s'était un peu trouvé au jeu. Ah, mais il y avait quoi le 14 juillet? Comme ça, on regarde la même date. Ah ouais, il y a eu la prise de... C'est comme ça que c'est venu la prise de la Bastille. On a mis en avant la prise de la Bastille. En réalité, c'était pas du tout le cas au départ. Bien. Mais ça marche toujours pas parce que la noblesse, elle ne plie pas. Et comment est-ce que la bourgeoisie va faire plier la noblesse? C'est génial. C'est ce qu'on a appelé le phénomène de la grande peur. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais. Non, c'est bien, c'est pas pour le coup. Ça veut dire que vous avez eu un prof qui n'est pas aux abonnés absents. Le phénomène de la grande peur, c'est ce qui s'est passé entre le 22 juillet et le 6 août. C'est en fait une rumeur qui a circulé dans le centre français, le centre de la France, et qui a circulé en forme d'escargot. C'est rigolo, on arrive à savoir, en fonction des jours, comment la rumeur s'est propagée. Et en fait, la rumeur, c'était la suivante, c'est que les seigneurs
on les récolte, violerait les femmes, tuerait les enfants, enfin bref, toutes les atrocités qu'on peut imaginer. Et donc les paysans du coin, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent une fourche et ils vont se farcir les seigneurs à coups de fourche, ils les déconnaissent, ils brûlent des titres de propriété, ils brûlent des titres de noblesse. Bref, ils sont en train de mettre un mal complètement, ils sont en train juste de faire une vraie, là pour le coup, une vraie révolution contre la noblesse. Il y a d'ailleurs des travaux aujourd'hui qui montrent que cette rumeur, si elle a commencé à circuler, c'est parce que certains clubs de pensée de la bourgeoisie ont fait circuler cette rumeur. D'accord? Donc en gros, vous avez la bourgeoisie qui fait passer la rumeur comme quoi la noblesse fait venir les armées pour massacrer les paysans. Les paysans, hop, ils vont se farcir la noblesse. Et qu'est-ce qui se passe derrière? La noblesse, le 4 août 1789, va demander elle-même à la bourgeoisie d'annuler ses privilèges. Voilà comment la bourgeoisie gagne la Révolution française. Elle a mis la noblesse dans la position où c'est elle-même qui a demandé à ce qu'on supprime ses privilèges. Et la bourgeoisie, très gentiment, qui a accepté de supprimer les privilèges. D'accord? Vous voyez? Et ce jour-là, en fait, la vraie date de la Révolution française, c'est celle-là en réalité. C'est le 4 août. Là, la Révolution française, elle est gagnée. Ce pourquoi la bourgeoisie est montée faire la Révolution à la salle, eh bien, ça vient d'arriver. On a effectivement, la bourgeoisie, elle est bien heureuse. Elle a réussi à l'emporter dans ce combat face à la noblesse, désormais, la noblesse paye des impôts. Ok? Et le problème, c'est que la bourgeoisie, pour y arriver, elle a quand même un peu excité les forces populaires. Et elle sait du coup que, par expérience, on peut arriver à faire tomber la classe dominante en excitant le peuple. Donc le peuple peut devenir un contre-pouvoir. Ça, c'est dangereux. Parce que maintenant, qui c'est qui est au pouvoir? La bourgeoisie, c'est plus la noblesse, c'est la bourgeoisie. D'accord? Donc maintenant, c'est elle qui a quelque chose à craindre. Qu'est-ce qui constitue l'existence de la bourgeoisie? Qu'est-ce qu'il faut pour appartenir à la bourgeoisie? Une fortune, et cette fortune, elle vient souvent d'un capital, d'une propriété. Hein, parce qu'on a la propriété, soit d'un souvent de production, soit ci, soit là. Enfin, il y a un capital qui fait qu'on a une fortune qu'on peut gérer. C'est ce qui fait notre appartenance à la bourgeoisie. Donc en fait, la bourgeoisie repose sur l'existence d'un droit en particulier. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que la bourgeoisie soit atteinte dans son existence même, c'est si un jour on leur retirait leur propriété. D'accord? Du coup, la bourgeoisie va faire adopter un texte pour arriver justement à garantir sa propre existence. Ce texte, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette déclaration est adoptée le 26 et 27 août. Vous voyez quand même, le 4 août, on supprime les privilèges. 20 jours après, 3 semaines après, on adopte la DDHC. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette DDHC? Alors on trouve tout un tas de droits qui sont le reflet de la pensée de cette bourgeoisie de l'époque. Hein, cette bourgeoisie libérale, influencée par le siècle des Lumières, très voltairienne, où on garantit l'individu contre l'arbitraire de l'État. Ok. Et ça, effectivement, c'est un progrès inestimable. Et cette DDHC de 89, en ce sens, c'est un texte qui est inestimable, même si moi j'ai une préférence pour celle de 93, c'est quand même un texte inestimable. Et quel est le droit qui est garanti avec le plus de solennité? Ouais, c'est le droit de propriété. C'est le seul droit dans toute la DDHC qui est considéré comme étant inaliénable et sacré. Il y a des tas de droits qui sont prononcés avec force, hein. L'égalité dans la loi, le principe d'égalité d'une manière générale, etc., etc. Mais le seul qui est considéré comme inaliénable et sacré, c'est le droit de propriété. Et là, vous comprenez quand vous voyez ça, qu'en fait, c'est la bourgeoisie qui, derrière, hop, se protège. Je viens de mettre à mal la noblesse, je viens de bouleverser la société française, je vais essayer de lui apporter une stabilité en déclarant un certain nombre de droits, des droits qui font plaisir à tout le monde, parce qu'effectivement, ce sont les grandes libertés, et ça garantit contre l'arbitraire, et en même temps aussi un petit droit qui me protège moi plus particulièrement, c'est le droit de propriété. D'accord? Oui. En fait, il leur faut penser que c'est gagnant-gagnant, en fait. Oui, d'une certaine manière. Ok? Voilà, c'était du coup la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est un texte qui compile vraiment la pensée de la bourgeoisie de l'époque. Hein, cette pensée libérale, encore une fois, attention, c'est pas ce que j'utilise le terme bourgeoisie, c'est pas péjoratif forcément. Hein. Ne confondez pas. Hein.
données sociales, de sociologie de l'époque, hein, l'existence du classe bourgeoise. Hein. Donc voilà comment ça a fonctionné maintenant. Oui, mademoiselle, vous avez posé une question? Ah ben c'est la garantie de l'existence du droit de propriété, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais contester le fait que cette tablette vous appartienne. Parce que vous l'avez acheté, vous avez un titre, on ne pourra jamais vous l'enlever. D'accord? C'est ça qui est garanti par la DDHC. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les droits de première génération, d'accord, qui garantissent l'individu contre l'arbitraire de l'État. Ensuite, deuxième élément du coup de ce bloc de constitutionnalité, c'est donc le préambule de la Constitution de 1946. Alors là, c'est une autre ambiance, vous allez voir. On sort de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a eu des réseaux de résistance, dont sont ceux qui vont derrière être au pouvoir à la libération, et les réseaux de résistance, vous le savez peut-être, mais ils ont été quand même assez majoritairement tenus par les anciens réseaux communistes. Non pas que les communistes soient forcément beaucoup plus résistants que les autres, mais simplement que les communistes étaient par contre beaucoup plus clandestins que les autres, à l'époque, avant la guerre. Et du coup, ces réseaux de communication discrets, ils existaient déjà dans le Parti communiste. Et donc, ça a permis, ça, de structurer la résistance. Et c'est pour ça qu'effectivement, les anciens réseaux communistes étaient extrêmement présents, voire même omniprésents, dans cette résistance. Et quand derrière, l'Allemagne a été défaite, du coup, il y a des institutions qui ont été créées pour pouvoir faire marcher l'État en attendant qu'on réinstaure un véritable régime politique, et notamment le Conseil national de la résistance. Et dans le Conseil national de la résistance, il y avait un peu de gaullistes, un peu de non-politiques, pas mal de socialistes, et beaucoup de communistes, pour ce mouvement. Et en fait, ce sont ces instances-là, et ces personnels-là, qui vont créer la 4e République, donc la Constitution de 1946. Et le préambule de 1946 va être justement rédigé par des gens dont la sensibilité tire assez nettement à gauche. Et donc, on va avoir une constitution, des premières déclarations de droits, le premier ensemble de droits, la première génération, c'est libéral, la deuxième, elle est très sociale. Exemple de droit qu'on trouve dans le préambule de la Constitution de 1946. Le droit de grève, la liberté syndicale, l'égalité homme-femme, le droit au travail, le droit à des conditions dignes d'existence, pour ne donner que quelques exemples. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans la même ambiance que l'égalité devant la loi ou le droit à la propriété privée. C'est la même chose. Les deux sont d'ailleurs compatibles hein, et nécessaires. On n'a pas un qui prime sur l'autre, les deux sont indispensables. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les droits de deuxième génération, et ce sont des droits qui garantissent non pas l'individu contre l'arbitraire de l'État, mais qui garantissent l'homme dans un environnement social. Ça garantit le citoyen dans le cadre de relations sociales qui peuvent parfois être contraires à l'intérêt de certains. Il s'agit de protéger socialement les individus, et non plus face à l'État. D'accord ? Troisième texte, c'est la charte environnementale. Alors, la charte environnementale, elle date de 2004 et elle a été constitutionnalisée, on l'a rajoutée dans la Constitution, en 2005. Alors, la charte environnementale, je ne vous cache pas, c'est une espèce de blouse qui sert à rien. Comment vous dire? La charte environnementale, c'est la bonne conscience. On a créé un texte et on se la joue écolo, et en réalité, c'est un texte qui est quasiment inapplicable et en tous les cas inappliqué. Deux droits un peu plus intéressants que les autres dans la charte environnementale. On trouve le droit, le principe pollueur-payeur, c'est le principe de précaution. Alors, le principe pollueur-payeur. C'est très simple, c'est que normalement, celui qui crée une pollution doit payer la dépollution. Alors ça va marcher si vous faites effectivement une vidange dans votre jardin. Il est très probable, effectivement, si vous faites voler par la gendarmerie, que vous aurez à payer la dépollution. Mais en dehors de cette hypothèse-là, très sincèrement, c'est rare
que ce soit les pollueurs qui payent le prix de la pollution. Un exemple malheureusement topique, particulièrement révélateur, c'est l'exemple de Total dans le procès du naufrage de l'Erika. Vous avez entendu parler du naufrage de l'Erika? C'est un pétrolier poubelle qui naviguait sur les côtes atlantiques françaises, qui a fait naufrage, et ça a été une catastrophe écologique quasiment sans précédent. Ça fait partie des 3 ou 4 graves marées noires de l'histoire du transport, du commerce maritime international. Et pour le coup, c'était une telle catastrophe qu'il y a eu des bataillons entiers de volontaires, dont j'en fais partie à l'époque, qui sont allés, étudiants, qui sont allés nettoyer les plages. Je vous avoue que l'impression, quand on arrivait sur les plages après l'Erika, c'était absolument incroyable. Enfin, c'était la mort. Vous arrivez sur une scène de mort, vraiment, c'était vraiment troublant. Il y a des gens qui ont eu un moment d'ailleurs avant de digérer le truc. Quand vous voyez des plages plusieurs kilomètres noires, intégralement noires, avec la mer noire, des poissons par millions, des oiseaux par milliers, mazoutés, pour certains sont en train de rendre leur dernier souffle comme ça, il y en a un, je me souviens, j'étais en train de me demander comment j'allais faire pour l'acheter. Et je vous jure, vous savez quoi, la question que je me posais, c'est comment je vais faire avec le mazout qui glisse pour arriver à lui casser le cou. C'est horrible, c'est horrible. Bref. Catastrophe sans précédent, dont la dépollution a coûté plusieurs milliards d'euros. Le truc, c'est là où il y a le scandale. Clairement, la responsabilité de Total est évidente. Total demande à des transporteurs de transporter son carburant d'un point A à un point B. Total prend le transporteur le moins cher avec les bateaux poubelles dans le pire état. Ça lui coûte moins cher. Total est responsable si jamais il arrive quelque chose. Ça paraît logique. Il avait qu'à prendre un transporteur avec des bateaux en état. Les Ricard, on savait qu'il allait couler, quoi. C'est écrit dessus. C'est une poubelle volante, navigante, qui va couler, quoi. Et effectivement, il a coulé. Eh bien, Total n'a pas été condamné à un seul euro de dommages. Donc le principe pollueur-payeur, on passera. Deuxième principe, c'est le principe de précaution. Lui aussi, il est intéressant, ce principe de précaution. L'idée, c'est la suivante. C'est un principe qui vient de l'Allemagne, dans les années 70. Le principe de précaution, c'est l'idée selon laquelle, quand on a un doute légitime sur les conséquences réelles d'une pratique, eh bien, il faut, par précaution, encadrer cette pratique, voire la suspendre, tant qu'on n'a pas une réponse précise sur les dangers réels. Deux petits exemples pour vous montrer ça, c'est un principe évoqué qui existe, mais en réalité, on l'applique quand on a envie de l'appliquer. Ben, la crise sanitaire, sur les débuts, le moins qu'on puisse dire, c'est que le principe de précaution, il n'aura pas fait mal. Quand vous avez la moitié du gouvernement qui passe à la télé pour nous expliquer que le masque, il ne faut surtout pas le mettre, quand 6 mois plus tard, on apprend qu'en réalité, non seulement il faut le mettre, si on nous avait dit de ne pas le mettre, c'est simplement parce qu'on n'avait pas les stocks, parce qu'on avait laissé pourrir les stocks, le principe de précaution, on s'en fout, quoi, il n'existe pas. Si on lui donnait, pour qu'il ait une valeur réelle, il faudrait qu'on puisse poursuivre ceux qui ne l'ont pas respecté. Ça ne se passe rien. Je vais vous donner un deuxième exemple parce que c'est l'exemple qui m'énerve. Et vraiment qui m'énerve. À l'heure actuelle, vous savez, en science, il est très rare, en recherche, il est très rare qu'on ait vraiment un unanimisme. C'est très très rare que tous les chercheurs soient d'accord sur un sujet. Il y a un sujet aujourd'hui qui fait l'unanimité, c'est celui des écrans. Tout le monde, tous ceux qui travaillent sérieusement sur le sujet vous diront que les écrans, pour les enfants, c'est une catastrophe. Et qu'en fait, le fait pour un parent de mettre un écran dans la main de son gamin, c'est une maltraitance. Alors, le terme est très fort parce qu'aujourd'hui tout le monde le fait, presque tout le monde le fait, mais en l'occurrence c'est une maltraitance. Tous les pédopsychiatres vous diront c'est une maltraitance. Vous savez quand même que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le QI moyen est en train de baisser de manière inquiétante. Le QI a toujours eu tendance à progresser. Parce qu'on fait toujours des tâches de plus en plus complexes, par définition, puisqu'on fait des tâches de plus en plus complexes, le discipline de cerveau, et donc on muscle de plus en plus. Et bien là, le recours au numérique absolu fait que pour le coup, on développe d'autres compétences, je ne dis pas le contraire, ça a aussi du bon le numérique, c'est pas que du mauvais, mais il n'empêche
demeure pas moins que la surexposition numérique fait qu'on est en train de baisser de QI, et de manière, plus 10 points de QI, je crois, qui sont en train de partir d'un coup, là. C'est dramatique. C'est dramatique. Ce que je vous disais, le niveau de vocabulaire, tout ce que vous dites en début d'année, c'est en grande partie la conséquence, justement, de la surexposition aux technologies. Alors, il y a des pays qui ont pris des positions. Je suis loin d'être un fan de Singapour. Alors, vraiment loin d'être un fan de Singapour. Je le considère à la limite de l'état de droit, tellement c'est un système répressif basé sur la délation, enfin, c'est quelque chose d'assez nauséabond. Et il n'en demeure pas moins, par contre, il y a quand même un truc qui est génial, qui implique que un gamin dans une poussette avec une tablette ou un téléphone, les parents se prennent une amende monstrueuse, et ce qui est écrit sur le motif de l'amende, c'est maltraitance. Mais parce que, encore une fois, là aujourd'hui ça peut choquer, parce qu'encore une fois, certainement vous avez des parents qui vous en ont donné, vos petits frères, vos petites sœurs qui en ont, enfin, je ne sais pas, mais parce que c'est une pratique courante. Mais pourquoi? Parce qu'on ne révèle pas. Oui, il y a 2-3 affiches devant le cache, mais personne ne pose le réel enjeu. C'est pas un simple enjeu de choix éducatif, non, c'est un enjeu de maltraitance envers les enfants. Hein? Oui, parce qu'on a très peur de dire maltraitance. Quand tout le monde le fait, si vous dites maltraitant, ben, vous avez 9 chances sur 10 pour que tout le monde dise c'est pas ce connard. C'est ça qui se passe. Probablement, même parmi vous, il y en a beaucoup qui sont en train de se dire ça. Mais quand je dis que c'est un terme qui est utilisé par tous ceux qui travaillent sur le sujet. Bon, ben, le fait qu'on ait un État qui n'agisse pas sur ce plan-là, c'est clairement une absence totale de principe de précaution. Ça veut dire, ça vous montre bien que le principe de précaution, c'est ce qu'on vous sort là, pour vous faire plaisir, hein, c'est des violons, c'est fait pour endormir les enfants le soir, mais en réalité, on l'applique pas du tout, quoi. Pas du tout. Et quand on l'applique, c'est pour faire des conneries. Ok? Bon, c'est clair pour ça? Bon, et dernier élément, du coup, donc ça, c'est ce qu'on appelle les droits de troisième génération, pour garantir l'homme dans son environnement. Hein, atterrir, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, dernier élément, c'est ce qu'on appelle les PFRLR, donc ces fameux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Je vous précise tout de suite, il n'y a pas une prime à celui qui a le plus d'imagination pour arriver à imaginer ce que peut dire PFRLR. Le but, c'est de savoir ce que ça veut dire, pas d'inventer un autre truc. Et vous avez un talent créatif absolument incroyable en la matière. Vraiment, c'est bon. Hein, essayez de savoir ce que ça veut dire. Pareil, vous avez une chance sur deux pour que ça tombe sur une question un moment ou un autre. Ce que ça veut dire PFRLR. Peut-être c'est méchant, mais merde. C'est écrit 25 fois dans le cours, apprenez le point barre. Okay. Donc les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ces principes, on l'a vu, ils sont énoncés par le juge constitutionnel à partir des grands principes qui ont été énoncés par le législateur et qui font cette identité républicaine française. Alors, il y a des critères qui ont été mis en place pour justement contrôler la création de ces trucs-là, que ce ne soit pas non plus fait n'importe comment, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, pour le coup, ça me fait. Alors, juste un dernier point, pourquoi est-ce qu'on parle d'un bloc de constitutionnalité? C'est Louis Favoreux, qui était moi mon prof de constitut quand j'étais étudiant, c'est un grand prof de constitut, un des plus grands profs de constitut avec Godel du XXe siècle, un de ceux qui a créé la matière pour le coup du droit constitutionnel. Et bien du coup, Louis Favoreux a utilisé ce terme de bloc de constitutionnalité pour une raison en particulier. Laquelle? C'est important qu'à chaque fois que j'utiliserai le mot de bloc,
Dans la mesure